Bonjour, bienvenue dans ces capsules vers le mieux-être. Je suis Jean-Pierre Pérouma. Aujourd'hui, nous recevons Audrey Plamondon, qui est sexologue. Audrey, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Aujourd'hui, on va parler de naviguer au travers des changements du corps. L'annonce de la maladie, le fait d'avoir des traitements peuvent avoir des incidences sur notre perception et sur le corps. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien oui. Puis, tu sais, premièrement, c'est important de préciser que c'est pas une fatalité, tous les changements qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, il faut comprendre qu'il y a les individus avec leur propre biologie, leur propre génétique, les cancers, puisqu'il y en a une grande variété. Après ça, on parle le site, l'agressivité. Après ça, quels sont les plans de traitement. Donc, il n'y a pas une homogénéité dans les impacts que le corps aura. Et aussi, ce n'est pas homogène la façon que la personne va le vivre et percevoir ces impacts-là sur son corps et dans sa sexualité. Et dans ces impacts, on peut entendre souvent des impacts qui sont de durée différente, avec des degrés différents. Je pense par exemple au fait que certains traitements peuvent altérer la peau, altérer de façon plus ou moins durable le corps par des ablations, etc. Est-ce que ça a aussi des incidences sur la sexualité, notre perception? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, comme tu le disais bien, il y a des changements qui sont temporaires. Donc, ça va être que la durée du traitement. Quand on pense, par exemple, à la perte de cheveux, qui est la chose qu'on pense en premier, mais aussi la perte de la pilosité en général, donc les sourcils, les cils, les toisons du torse. Donc ça, souvent, ça se résorbe après les traitements. Les textures des peaux vont modifier aussi. Des fois, il va avoir une texture différente, mais qui va revenir à la fin des traitements. Par contre, il y a certains types de traitements que ça va être des altérations qui sont plus partielles ou modérées. Par exemple, si on a à retirer une tumeur, mais qu'on n'a pas besoin de vraiment aller faire un soin invasif. Donc, ça peut laisser une petite cicatrice, une petite déformation, mais c'est une esthétique qui atteint un peu plus léger. Puis effectivement, il y en a qui sont permanents, comme tu parlais, les ablations, par exemple une mastectomie. Il y a aussi l'estomie, donc quelqu'un qui aurait une trachéotomie ou une stomie pour les cancers d'intestin, par exemple. Donc là, c'est quelque chose qui serait permanent et là, il faut apprendre à vivre avec ça. Et quand on apprend à vivre avec ça, quand on est avec ces altérations-là, est-ce qu'on a rattaché à ces apprentissages des mythes, des peurs, des choses qui vont nous bloquer ou nous empêcher d'être plus à l'aise avec soi, son corps et avec l'autre? Oui, et la première chose qui arrive, c'est que dans notre société, un peu, comment je pourrais dire, c'est que on a tendance à désexualiser les malades. Donc, vous êtes malade, vous devez vous consacrer corps et âme à votre soin, à votre guérison. Donc, vous n'êtes plus une personne sexuée ou qui a le droit à une sexualité. Donc ça, c'est le premier impact qu'il y a dans la perception qu'on a soi, mais aussi les personnes autour de nous renvoient parfois un regard ou dans les gestes qu'on est uniquement une personne malade ou une personne vulnérable qu'il faut prendre soin. Donc on n'est plus une personne sexuelle, une personne capable d'érotisme, de désir. Donc ça, c'est le premier mythe qui arrive. C'est comme une fatalité. Après ça, il y a toutes les mythes autour que les gens ont peur que, par exemple, un rapport sexuel ou des activités sexuelles nuisent à la guérison, ce qui est faux. Il faut y aller toujours dans son rythme, dans ses capacités, pas s'épuiser inutilement, mais ça fait partie des soins, ça fait du bien des personnes, par exemple, recevoir des câlins, si on pourrait dire, par exemple, fait partie de la sexualité. Mais aussi des gens qui ont peur de contaminer, que le cancer serait contagieux. Ce n'est pas contagieux, les cancers, c'est un mythe qui perdure depuis longtemps. Ce qui, par contre, est contagieux, c'est si on suit des traitements de chimio ou de radiothérapie, il va y avoir un résiduel des médicaments ou de particules dans les sécrétions. Donc là, on parle de sperme, sécrétion vaginale. La salive, généralement, non. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Donc, c'est peut-être un peu là la peur de la contagion parce qu'on vous recommande de porter un condom. Mais c'est pas parce que vous allez rendre la personne malade avec votre cancer. Non. Donc ça, c'est dans les mythes qui arrivent. Puis dans les mythes, on a souvent le mythe de la sexualité qui se réduirait juste à un acte de pénétration, presque. Est-ce que la sexualité se résume à ça? Non, pas du tout. Effectivement, c'est comme un autre des très grands mythes de la sexualité. Quand on parle sexualité, quand on parle rapport sexuel, automatiquement, on en parle avec... C'est un rapport sexuel avec une pénétration, avec une éjaculation, un orgasme. Tandis que tout ce qui est le domaine de la sexualité, on pense à l'affection, la relation, la qualité de la relation dans l'intimité, l'engagement,
peut être amoureux, mais peut être aussi un engagement en amitié avec bénéfice, comme les gens disent. Mais aussi des caresses, la masturbation, les contacts bucco-génitaux. Donc, ne pas aller automatiquement quand on pense à oui, pendant les traitements pour votre cancer, vous pouvez avoir une sexualité. Les gens disent non, 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 moi, je veux pas de pénétration. Mais c'est correct. Vous faites ce que vous voulez dans votre relation sexuelle. Elle doit apporter du plaisir, de la relation, et puis de tisser de la relation et du plaisir peut contribuer au mieux-être, si je l'entends bien. Oui, parce que la sexualité, quand on sort de ce cadre-là de la pénétration absolue, ça fait du bien de sentir que quelqu'un est là pour soi, comme vous dites, recevoir des caresses qui sont plaisantes. Ça peut venir contrebalancer des effets des traitements qui peuvent être parfois douloureux ou inconfortables. Donc, ça amène de l'apaisement. C'est aussi de se sentir désirable à nouveau, malgré les changements. Oui, il y a, par exemple, une mastectomie, mais je reste femme. Oui, j'ai perdu une masse musculaire comme homme, mais je suis toujours homme. Je suis toujours désirée comme telle. Donc, ça apporte un effet, oui, sur le corps, quand on parle de câlin, de caresse, mais ça apporte aussi une idée qu'on est encore en vie, on est encore humain, on n'est pas juste une maladie. C'est pas le cancer qui prend la place de toute notre vie. Et puis justement, dans ce rapport humain, on a aussi des personnes qui peuvent être célibataires ou plus isolées. Est-ce qu'il y a des particularités ou des choses à souligner pour ce type de personnes? Oui, tout à fait. J'aime ça que tu l'apportes. Parce qu'on pense souvent que, en fait, on souligne, on aborde les gens comme s'ils étaient en couple automatiquement quand on parle de traitement. On leur demande est-ce que vous avez un conjoint ou une conjointe, parce qu'on associe le cancer à des personnes plus âgées. Donc, on présume que c'est des personnes qui sont en couple depuis plus longtemps, qui sont sous le même toit, du moins. Mais les trajectoires amoureuses aujourd'hui, c'est plus vraiment la réalité. Donc, il y a des personnes qui peuvent être en couple mais ne pas vivre sous le même toit. Il y a des personnes qui préfèrent ne pas être dans un couple stable, avoir plutôt des partenaires sexuels qui sont très significatifs. Et comme pendant les traitements du cancer, notre immunité est souvent très diminuée. Donc, il faut faire attention, puisque oui, rhume, grippe et d'autres maladies opportunistes. Donc, dans ce cas-là, ça serait important de faire une sélection dans les partenaires. Pour quelqu'un qui aurait plusieurs partenaires, instruire les partenaires sur la procédure, faire attention, laver les mains, si vous êtes enrhumé, ne pas se voir, restreindre le cercle avant de venir vous voir, parce que c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous devez vous priver des bienfaits que vos partenaires vous apporteraient. Là, et puis dans la sexualité, il y a beaucoup de tabous, on a souvent du mal à en parler, puis il y a une partie de la sexualité dont on parle encore moins, qui est le fait de se faire du plaisir, de se procurer du plaisir. Est-ce que la masturbation a une place dans le rapport au corps et à soi? Oui, puis tu sais, je veux démystifier. Là, quand on parle masturbation, premièrement, on s'entend que le mot est tout sauf sensuel. Là. Mais tu sais, il faut penser plus en termes de caresses. Donc, on n'est pas nécessairement obligé d'aller vers des caresses génitales, le pénis ou la vulve ou des pénétrations. On peut penser vraiment juste l'action vraiment de se caresser soi-même. Ça procure quand même de la sérotonine, de l'ocytocine, qui sont des hormones qui font du bien, là, des hormones de plaisir. Et là, ça fait partie de la sexualité. Si votre corps, si votre intérêt, si votre énergie le permet, oui, vous pouvez employer la masturbation, les caresses génitales, mais c'est toujours à votre rythme. Puis des fois, les gens vivent un tabou, comme vous disiez. Déjà la masturbation en soi, mais encore plus la masturbation pendant qu'on reçoit des traitements pour le cancer, parce que encore là, on est désexualisé, on ne devrait pas faire ça. Donc, oui. Et puis dans ce rapport au corps, qui devient un peu chosifié parce qu'enfermé dans une maladie, est-ce que l'équipe médicale soignante a aussi une place qui peut être facilitante pour les personnes? Oui, moi j'encourage vraiment les gens à parler avec l'équipe traitante parce que des fois, il y a des impacts sur le corps, par exemple les fatigues, les pertes et gains de poids, des effets secondaires de nausées, de vomissements, que parfois, parce que les gens, un des mythes, c'est j'ai un cancer, je vais faire des traitements, donc j'accepte d'emblée tous les impacts.
Donc, c'est normal, je suis malade. Mais en réalité, des fois, c'est des changements dans la nutrition. Certains médicaments, peut-être le dosage était trop fort. Peut-être ce n'est pas un bon médicament pour vous dans le traitement ou dans le contrôle des inconforts et des douleurs. Donc, parler avec l'équipe traitante des difficultés qui arrivent dans votre corps et qui nuisent à votre sexualité peut amener un dialogue qui fait « Bon, ben OK, ben vous n'avez pas à subir ça. Vous pouvez avoir d'autres types de soins, vous pouvez voir à des adaptations, par exemple. Pensez, par exemple, à des types de lubrifiants, des types d'hydratants pour le vagin, parce que dans les traitements, un des gros impacts qui n'est pas nommé, c'est que les femmes, souvent, leur vagin va vivre ce qu'on appelle une sténose, ce qui veut dire que ça atteint les muqueuses. Comme la muqueuse, j'en ai dans la bouche, vous en avez dans la bouche. Donc, ça crée un assèchement. Donc, ça crée un inconfort, de très gros inconfort, mais ça peut être réglé très facilement avec un hydratant puis des lubrifiants pour le confort personnel, pas juste lors d'un rapport sexuel. Puis j'en profite, on parlait de muqueuse, mais aussi les impacts à la bouche. On ne parle pas beaucoup de ces impacts-là, parce que, comme je disais, les muqueuses sont impactées. Donc, dans ma bouche, ça se peut que je sois très asséchée. J'ai des ulcères, des petits bobos, des petites plaies, des saignements. Donc, c'est sûr que l'idée d'aller embrasser ma partenaire, ça peut couper mon élan. Je peux me sentir mal à l'aise. Je peux avoir peur que ça crée un inconfort. Mais là, encore là, il peut y avoir des solutions dans l'hygiène de la bouche que si vous ne l'abordez pas, sans vouloir vous culpabiliser la personne, il y a tellement de choses à penser pendant un traitement, mais l'aborder, l'équipe soignante pourrait vous proposer de certains types de rince-bouche, certains soins à apporter qui amènent un plus grand confort. Dans ce que j'entends la relation à l'autre, c'est comme apprendre à danser avec quelqu'un. On doit prendre de la mesure, de la distance, il y a à saisir un peu l'autre et puis appréhender son corps. Et puis, de ce que j'entends, c'est que chacun a sa façon de danser, de tisser une relation. Il n'y a pas de normalité. Il faut le penser à partir de soi et puis apprendre à être à l'aise avec ça. Oui, tout à fait. Tu sais, c'était quoi ma perception de ma sexualité avant même le cancer? Il y a certaines personnes que, dans avec le diagnostic, le choc, ça amène comme une distance avec leur corps. Quand on parlait, là, oui, il y a on se sent désexualisé, mais il y a aussi comme, c'est comme plus mon corps, j'ai plus le contrôle sur mon corps. C'est comme un laisser-aller avec les soins, avec la machine. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce qui est beau là-dedans, c'est qu'il y a des personnes qui, justement, ça ramène une conscience à leur corps, à des besoins dans la sexualité qui étaient négligés ou négligés dans leur relation de couple ou leur relation avec leur partenaire significatif, par exemple, on l'a négligé. Il me semble que depuis des années, on s'est éloigné. Là, ça rapproche dans la relation toute la sphère intime, le désir de l'autre, pas juste comme un objet sexuel, mais désirer cette fusion-là qu'on avait perdue, ce sentiment-là d'union, d'engagement d'amour qui peut amener, que l'annonce du cancer peut amener. Puis il y en a d'autres personnes, c'est vraiment dans le rythme de chacun, qui vont décider que c'est un choix. OK, on met ça de côté. Nous nous dédions à 100% aux soins et au traitement. On va naviguer les changements, mais c'est d'un commun accord. On ne ressent pas des besoins, on ne ressent pas de désir, on n'a pas l'intérêt. Puis ça aussi, c'est correct. Il n'y a pas une pression à avoir une sexualité. Par contre, si vous vous coupez de vos besoins sexuels parce que vous dites que vous n'avez pas le droit, c'est pas correct, je ne devrais pas, ou j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de blesser ma partenaire, il y a ça aussi, hein, les conjointes, souvent, vont se priver de cet élan-là dans la relation puisqu'ils ne veulent pas déranger, ils ne veulent pas envahir, ils ne veulent pas être gossants. Tandis que c'est un besoin relationnel aussi, là. Ça impacte le cancer, oui, le corps, mais aussi comme la relation dans la maison. Donc c'est comme si la relation à soi et à l'autre se renouvelle à chaque fois, à chaque moment, et puis que le consentement avance petit à petit dans le confort de l'un et de l'autre. C'est comme ça que je l'entends. Oui, c'est une très belle façon de le nommer, Jean-Pierre, effectivement. C'est comment je marche vers l'autre à mon rythme et comment l'autre vient me rejoindre. C'est sûr que dans les impacts, dans tous ces changements-là, qu'il faut apprendre à naviguer parce que le traitement du jour 1 à la fin,
des traitements ou les rémissions, c'est pas 3 jours, là. Donc, il y a des moments où est-ce qu'on n'est pas disponible, on ne se sent pas d'intérêt, on n'a pas l'énergie, parce qu'il y a beaucoup de fatigue, il peut y avoir des pertes musculaires. Et il y a aussi tous les deuils de ce que l'on faisait avant. Il y a des positions sexuelles que c'est plus difficile à faire, certains comportements sexuels que l'on ne peut plus faire, surtout si on parle de cancer qui a vraiment des atteintes aux organes génitaux. Ça peut vraiment beaucoup impacter la capacité d'accueillir du plaisir, par exemple, ou encore c'est identitaire. Un homme qui va avoir un cancer des testicules, qui peut aller dans des traitements ou des fois aussi des chirurgies ou de l'ablation. Bien, comment je me sens comme homme avec un testicule en moins, par exemple? Pour certaines personnes, on dit c'est anodin, c'est pas grave, mais les impacts sur soi, l'impact sur l'autre qui nous regarde, l'impact dans notre relation, c'est un processus. À partir du moment du diagnostic jusqu'à... des fois, c'est une rémission, mais des fois, il ne faut pas oublier que les personnes, c'est un stade chronique. Oui. Donc, ça va aller pendant 15 ans. Est-ce que pendant 15 ans, vous vous dites, nous n'aurons plus du tout de sexualité? C'est par choix, d'accord. Mais comme tu dis, c'est une révision. Ça se peut que là, en ce moment, c'est non. Peut-être que dans 3 mois, l'intérêt va revenir. Je me rends compte que je me prive de quelque chose qui me faisait du bien ou que j'ai envie d'explorer quelque chose parce que le cancer amène une certaine prise de conscience. Puis là, je me dis, je me suis privée de certains plaisirs. Donc, c'est tout ça, quand on dit naviguer, là, c'est vraiment tout ça. On navigue entre le plaisir, le bonheur d'être ensemble et de se retrouver, et puis la peur de la maladie. On oscille entre ces 2 émotions assez ambivalentes, quelque part. Oui, puis la peur de la maladie, la peur de la douleur revient souvent dans les impacts, parce que le corps va fluctuer, effectivement, donc on ne sait pas comment notre corps va réagir au moment d'une rencontre intime. D'une relation sexuelle. Est-ce que je vais effectivement vivre de la douleur, un inconfort? Est-ce que je vais être capable d'avoir une érection? Est-ce que je vais lubrifier? Est-ce que je vais être capable d'être là, dans le sens mentalement? Oui, j'ai une relation sexuelle, mais mentalement, je suis absent ou absente. Ou dans la capacité d'accueillir aussi. On est en train de me caresser et les traitements peuvent amener une hypersensibilité de la peau, certaines régions. La perte de sensation complète aussi, il y a des atteintes, des fois, dans les nerfs, qui sont parfois temporaires, mais parfois permanents. Donc, une sensation de finalement, je ne ressens plus les caresses du tout, ou d'une façon qui, finalement, me déplaît. Donc, parfois, c'est à chaque rencontre, ça crée cette peur-là de qu'est-ce qu'on va découvrir, comment je vais le vivre aussi. Donc, il y a des gens qui préfèrent ne pas aller vers l'autre parce qu'ils ont peur d'avoir à vivre ce choc-là. La relation, la communication et ne pas s'isoler sont les mots-clés pour mieux naviguer avec son corps et la maladie. Oui, tout à fait. Mais Audrey Plamondon, merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir, ça m'a fait plaisir, Jean-Pierre. Et puis n'oubliez pas, suivez-nous, regardez, visionnez à nouveau cette capsule, partagez-la sur les médias sociaux. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour des questions. Et puis je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup.